Bon, ben, je vous propose de commencer. C'est notre dernière conférence de l'année. Nous terminons ce mois-ci, parce qu'effectivement, après, c'est Noël, et donc, en général, l'assistance n'est pas très nombreuse par expérience. Donc, ça sera donc la dernière séance. Voilà, alors cette dernière séance sera dédiée aux microsatellites. Alors, c'est tout à fait d'actualité, puisque nous avons un satellite, un microsatellite toulousain, qui est actuellement en Guyane, prêt à être lancé, en principe, le 17 décembre, sur Soyouz comme passager. Passager d'un lancement qui est dédié à un lancement italien, d'un gros satellite radar italien. Voilà, 17 décembre, donc vous pouvez peut-être regarder sur Internet, voir si notre microsatellite toulousain marche bien. Il s'appelle ICESat et il fait 3 litres, donc c'est un petit satellite. Super-Héros y a largement contribué et ça a été piloté par le CNES dans le cadre d'un programme qui s'appelle Janus, qui est dédié donc aux microsatellites développés dans le cadre d'universités ou d'écoles d'ingénieurs comme Super-Héros ou d'autres. Voilà. ICESat, d'ailleurs, ça me fait penser que sur un satellite beaucoup plus gros, c'était en 93, je crois bien, lancement de Spot 3, près de 2 tonnes, il y avait 6 microsatellites. Et dont un s'appelait ICESat. C'était un satellite radioamateur américain qui devait peser 12 kilos. Voilà. Donc les microsatellites, ça existe depuis très longtemps. Simplement, ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'ils sont de plus en plus performants. Et surtout, il y a une floraison incroyable. Actuellement, il y en a, je crois, l'année dernière, plus de 300 qui ont été lancés. Donc cette floraison est extrêmement intéressante. Au début, il y a 20 ans, les performances étaient nulles. Ça s'est beaucoup amélioré avec la miniaturisation et tout. Donc ça, c'est certainement la raison de ces progrès, plus aussi les coûts qui sont nettement réduits. Voilà, donc c'est Michel Courtois qui va nous parler de ce sujet. Michel est un Toulousain depuis longtemps. Il fait partie de la première promotion des super-héros à Toulouse. C'était en 69. 69, je vous rappelle, c'était le lancement Apollo et le premier vol de Concorde. Donc c'était une promotion très motivée. Voilà, donc Michel Courtois a fait l'essentiel de sa carrière dans le spatial. D'abord au CNES pendant 28 ans. Entre autres choses, il a été le chef de projet Spot 1, satellite d'observation de la Terre. Il s'est occupé aussi d'Hermès, il était le directeur du programme Hermès pendant quelques années. Il a été le directeur du Centre spatial de Toulouse aussi, et directeur adjoint du CNES. Et puis après, il a été faire quand même un petit tour dans l'industrie. Il a été le Chief Technical Officer de Alenia Alcatel. Non, ce n'était pas Alenia encore à l'époque, c'était Alcatel Espace, qui est devenu TAS aujourd'hui, avec les Italiens. Et en 2004, il a rejoint l'ESTEC, donc qui est le centre technique de l'Agence spatiale européenne, à Nordwijk, où il est resté jusqu'à la fin de sa carrière en 2011 ou 2012, je ne me rappelle plus exactement. Voilà, et donc ce soir, il va vous parler de choses beaucoup plus petites qu'Hermès ou Spot, des choses même microscopiques, parce qu'effectivement, ça l'intéresse. Il s'est toujours intéressé au domaine universitaire, et donc il a pris la présidence de l'Institut de la Fondation Van Allen à Montpellier. Et donc avec les Montpelliérains, donc il a fait faux bond à Toulouse, mais il travaille donc avec les universités de Montpellier sur la mise au point de microsatellites, et donc il est très bien placé pour vous en parler ce soir. Voilà, je vous rappelle simplement la règle du jeu pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche. D'abord, ces conférences sont organisées dans le cadre d'une coopération entre l'Académie de l'air et de l'espace et puis la médiathèque de Toulouse. Ces séances ont lieu une fois par mois, en général le dernier mardi de chaque mois. La conférence dure à peu près 3/4 d'heure à 1 heure maximum, et puis après, il y a une demi-heure de questions où vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Donc, je laisse la parole à Michel Courtois. Merci Alain. Bonjour, enfin bonsoir plutôt.
Donc, je vais essayer de vous faire un petit panorama sur ce que j'ai appelé les nanosatellites à la conquête de l'espace. Je pense qu'on est actuellement à un changement de genre d'activité aérospatiale. Si on peut voir les grandes étapes, il y a les débuts 57 puis jusqu'en 80. On peut dire que 79-80, c'est le début des grands projets européens, Columbus, Hermès, Ariane, Télécom en France. Et puis la filière Ariane et toutes ces familles-là ont vécu, et maintenant on est en train de changer complètement de système et complètement de façon de travailler. Et évidemment, comme d'habitude, toujours un peu poussé et aiguillonné par les Américains. Donc je vais vous faire un petit historique de ces nanosatellites. Alors comme l'a dit Alain, les petits satellites, c'est pas nouveau. Les premiers étaient tout petits. On faisait pas grand-chose et maintenant on fait pas mal de choses. Pourquoi? Principalement parce que l'électronique a été miniaturisée de façon fantastique. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est les moyens de calcul qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient à l'époque. Donc ces deux phénomènes-là, plus côté américain, un autre phénomène qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire le développement de nouveaux entrants qui sont des acteurs qui n'étaient pas traditionnellement dans le spatial et avec des financements privés qui sont en train de bouleverser la donne, et vous allez voir que le paysage change pas mal. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. Si je fais trop de sigles, vous me le direz, parce que de temps en temps, il y a des sigles, il faudra faire attention. Donc d'abord, de quoi parle-t-on? Alors, une petite classification des satellites un peu sommaire, en fonction de la masse. Bon, les picosatellites de moins de 1 kg, ça on n'en parlera pas. Il y en a qui volent. Il y en a même qui ont été lancés, bien que l'agence américaine, la FCC, qui autorise les lancements, l'ait interdit. Mais comme le monde est assez éparpillé, ils ont été tirés quand même par un lanceur indien. Il avait été interdit, pourquoi? Parce que les radars qui peuvent suivre les débris et les morceaux en orbite ne peuvent pas suivre des petits morceaux qui sont plus petits que 10 cm. Ensuite, on a la classe, disons, nanosatellites, microsatellites, 1 à 30 kg, 30 à 100 kg. Là-dedans, vous avez les CubeSat. Alors, il faut peut-être se faire... Attendez, je vais voir comment ça marche. Alors, 1U, 3U, 6U, 12U, 29U, je vous expliquerai tout à l'heure de quoi ça vient. Donc 1 à 30 kg, 30 à 100 kg, microsatellites. Et puis ensuite, au-dessus de 100 kg jusqu'à 500, ce qu'on appelle les small sat. Après, ce sont des satellites qu'on ne classe plus, qui sont dans les standards habituels de ce qu'on fait. J'ai quelques exemples. Ça, c'est un satellite de Montpellier. Ça, c'est un satellite qui fait de la surveillance maritime. Ça, c'est celui qui a été tiré avec la mission sismographe sur Mars. Ça, c'est celui qui va être lancé le mois de décembre sur un Soyouz qui s'appelle Angel, qui est censé être un précurseur d'un futur système qui complétera le système Argos. Et ici, vous avez un satellite américain qui s'appelle Skybox. Enfin, il a changé de nom, Skybox, Terabella, j'en parlerai un peu, qui a pas mal bouleversé le paysage, puisque avec 100 kg, il faisait des images quand même de 1 mètre de résolution de la vidéo. Et puis ici, c'est un satellite du CNES qui est en cours de construction, qui est Microcarb. Microcarb, c'est un précurseur, un démonstrateur pour suivre le carbone dans l'atmosphère. Alors, de quoi c'est parti tout ça? C'est parti. Il y a eu donc les deux choses qui sont importantes, qui ont changé le paysage, c'est le standard CubeSat et le New Space. Alors, le standard CubeSat, il a été créé en 1990, par deux Américains, des Californiens, comme d'habitude, un de Stanford et un de l'Université de Californie. Le but, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faire des satellites qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont à la fois moins chers en tant que satellites et qu'on puisse les lancer de façon facile. Et c'est eux qui ont créé ce standard CubeSat, qui est en fait... Alors, la spécification était la suivante au départ. C'est un satellite qui sera léger, de 1 à 10 kg. Il sera standard, c'est des cubes de 10 cm sur 10 cm d'arête. Un coût compatible avec un budget universitaire, c'est-à-dire c'est pas cher. Typiquement, pas cher dans ce milieu-là. Alors, pas cher dans l'espace, c'est quand même assez cher. C'est entre 100 000 et 1 million, grosso modo, quoi. Ils seront nombreux. Et alors, pour pouvoir être lancés plus facilement, on va les mettre dans un système de containment, un déployeur standardisé qu'on mettra sur le lanceur, et ils seront lancés
au début en piggyback, c'est-à-dire quand il y a une mission principale, on met à côté des CubeSats à côté, on lance la mission principale, et larguer la première, et ensuite on disperse les autres à côté. Et l'histoire, c'est avec ça, on va pouvoir faire des tas de choses, puisque c'est pas cher, on va en orbite rapidement, donc on peut développer pas mal d'innovations. Voilà, alors ça, voilà un éclaté d'un CubeSat 1U. Alors j'en ai apporté un quand même, parce que vous pourrez voir tout à l'heure, comme je bosse avec Montpellier, là, ils m'ont passé un modèle structure d'un satellite comme ça. Vous pourrez le regarder, il ne faut pas trop le toucher parce qu'il y a des panneaux solaires, mais enfin, vous voyez, c'est un truc qui est tout petit. Hein. Donc, alors c'est tout petit, c'est carré, c'est un cube, quoi, grosso modo, sur les surfaces duquel on met les panneaux solaires, les cellules solaires. Et puis vous avez ici un brin d'antenne qui est pour pouvoir, la plupart des trucs comme ça de 1U sont commandés et dialoguer avec le sol à travers la VHF, souvent avec des radios amateurs. Voilà le principe de base du CubeSat. Alors, où il est mon truc? Bon, voilà, alors j'ai pris Robusta. Alors, Robusta, c'est la filière que Montpellier a développée. Ce que j'ai apporté, c'est un modèle structure du même que ça. Pardon. Voilà, c'est le même genre c'est le même satellite que ça. La petite histoire, Montpellier a fait le premier lancement avait fait un CubeSat déjà dans les années 2000 avec l'université de Phoenix et avec Alcatel Space, puisqu'à l'époque, le directeur général, c'est un gars qui s'appelait Krish Prabhu, qui était aux États-Unis, qui était le DG, et qui avait dit, mais dans les Français, là, les Américains font des petits satellites tout petits, là, il faudrait bien qu'il y ait des coopérations avec les Français. Et c'est comme ça que ça a démarré avec Montpellier. Donc Montpellier a démarré dans les années 2000, et le premier qu'ils ont fait vraiment eux-mêmes a été lancé en 2012 sur le lancement de qualification du vol Vega, pour vous donner un peu l'historique. Et depuis, ils en ont fait 3. Le premier, il a marché une semaine. Le deuxième, il marche encore. Ça fait pratiquement 1 an et demi. Et le troisième, on ne l'a pas encore reçu, parce qu'on ne sait pas s'il était séparé ou pas du Soyuz qui le lançait. Mais en tout cas, on n'a pas eu de signal. Donc, ils sont en train d'en préparer d'autres qui seront lancés par Vega. Vega, tout le monde connaît? Oui. Alors, ça, c'est le 1U standard. Ensuite, il y a le 3U, qui est plus compliqué. Avec un 1U, vous avez en gros quelques watts, hein, 4-5 watts, donc pas de stabilisation, sauf que c'est un caillou dans l'espace. Vous avez 500 grammes de charge utile maximum. Et ce sont des cartes qui s'en fichent. J'ai un petit exemple tout à l'heure. Donc on peut faire quelques tests de composants, des tests de mémoire, un peu de transmission de données d'un point à un autre de la Terre, ce qu'on appelle en anglais le store and forward. Enfin, en gros, pas grand-chose quand même. Hein. On peut faire de l'IoT, de l'Internet des objets. Si on veut être plus malin, le premier satellite de plus petite taille qui permet de faire beaucoup plus de choses, il permet d'avoir c'est le 3U, c'est-à-dire 3 modules de 10 sur 10. Avec ça, on peut faire un contrôle de 3 axes. Donc on peut pointer le satellite. Et on a à peu près 1 kg de charge utile. Donc 1 kg de charge utile, on peut déjà faire des choses. Le ISAT dont parlait Alain tout à l'heure, qui était fait en coopération entre l'ISAE et puis le CNES, il est de ce genre-là. J'ai une petite photo, après vous verrez, il est très dense. Hein. Bon, alors évidemment, comme d'habitude, il faut pouvoir le stabiliser. Donc il y a des senseurs solaires, des senseurs stellaires, senseurs magnétiques. Ça permet de savoir, d'avoir les repères. Et ensuite, il y a des roues de réaction. Les roues de réaction, c'est 4 roues pour ISAT, ou 3 ou 4 roues, qui permettent de compenser les couples perturbateurs à l'intérieur des satellites. Et donc de le pointer comme on veut. Et puis ensuite, à la suite de ça, on ajoute un GPS à bord. Et comme ça, on a le temps et l'orbitographie à bord. Donc avec tout ça, vous pouvez faire plein de choses. Je vous montrerai quelques applications tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ils ont en général, le 1U, c'est un cube, hein. Les autres sont souvent comme ça, vous verrez souvent cette forme de parallélépipède avec des ailes comme ça. Alors, à la question, si vous avez la question de pourquoi c'est foutu comme ça, comme ils sont lancés en piggyback, en général, souvent, on ne sait pas sur quelle orbite on va être lancé. Et là, il y a, disons, 400 watts, là, il y a une quinzaine de watts. Donc, la plupart du temps, le satellite, il faut qu'il se mette au soleil. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe ses panneaux solaires vers le soleil,
Et puis quand il veut faire quelque chose, hop, on le dépointe et il vient pointer la mission et la zone qu'on veut surveiller, par exemple. Donc c'est pour ça qu'avec une configuration comme ça, vous pouvez faire n'importe quelle orbite, vous êtes compatible avec n'importe quelle orbite. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais la plupart sont comme ça. Bon, ça c'est un détail. Alors, ce qu'il faut noter, c'est, par exemple, ça c'est la carte sur un Robusta 1U. C'est une carte, la carte d'émetteur-récepteur VHF. Au début, elle fait 10 sur 10 sur 10. Ça, c'était le 1A qui était tiré donc en 2012. Le 1B, 2017. Celui-ci au mois de juillet cette année. Et puis là, on est maintenant avec la dimension du transceiver. C'est à peu près une carte de crédit. Donc, on voit, c'est grâce à ces technos très condensés qu'on peut faire des missions intéressantes parce que l'électronique, elle est complètement ratatinée. Hein. Voilà. Alors, deuxième astuce, les gens qui lancent les satellites, ça les agace, ces petits machins-là. Ça coûte pas cher, ça rapporte rien. Et puis, c'est encombrant. Et alors, il faut les monter quelque part parce que pour les lancer, il faut les fixer sur le lanceur. Et l'idée géniale des deux inventeurs, c'est d'avoir créé ce qu'on appelle les pipodes. Enfin, un pod, une espèce de caisse avec un couvercle. Alors, on enfile le satellite à l'intérieur, le houlet, et puis on monte ce truc-là sur le lanceur. J'aurai quelques dessins tout à l'heure. On met le satellite dedans, il y a un couvercle, on ferme le couvercle. Quand le lanceur s'en va, il arrive en orbite, il arque sa charge utile principale, et puis ensuite on ouvre le couvercle, et il y a un ressort à l'intérieur, puis pssst, ils partent. Alors ils partent un peu n'importe comment. Hein. Bon. À eux de rattraper les erreurs de pointage et de dispersion en vitesse. Mais ça a permis de monter ça sur les lanceurs de façon très simple. Parce que l'autorité de lancement, elle n'a pas grand-chose à faire. Elle boulonne en bas 4 boulons. Il faut un peu de commande pour pouvoir séparer, ouvrir le couvercle, mais il n'y a pas autre chose à faire. Le défaut, c'est qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup d'informations. Quand le satellite est là-dedans, on ne le voit plus, on ne l'entend plus. On attend qu'une fois largué, on puisse trouver le signal. Et alors, comme il n'a pas beaucoup de puissance, il n'émet pas tout le temps. Il émet de temps en temps. Donc la difficulté, c'est de le choper au lancement parce que l'orbite est un peu dispersée. Et en plus, les lanceurs ne disent pas toujours... On sait bien l'orbite du passager principal, on connaît beaucoup moins bien l'orbite de ces engins-là, puisque souvent, pour éviter d'avoir des collisions, on change un peu l'orbite, on les oriente et on les largue différemment. Mais ça, c'était le standard. Et cette façon de monter sur le lanceur, c'était le... Alors... Évidemment, un U, 3U, là c'est un truc. Ah pardon. Là c'est un truc un peu plus gros. C'est pour un 12U. 12U, en gros, ça fait 14 kg, quoi. 13-14 kg. Donc vous voyez, c'est le même principe. La porte est un peu différente, mais enfin c'est vraiment très très simple à monter sur le lanceur. Alors, les Américains, comme d'habitude, c'était pour avoir un satellite pas cher, simple et facilement montable. Mais ça c'est bien, mais si on ne sait pas les lancer, ça ne marche pas. Et donc, ils ont créé quelque chose qui s'appelle le CubeSat Launch Initiative. Ça a été créé en 2008. Et là, c'était la NASA et la Défense aussi, d'ailleurs, offraient des passages sur des lanceurs soit militaires, soit civils, américains ou pas, à tous les universitaires ou structures qui faisaient des CubeSat. Donc, il y a eu 176 missions sélectionnées. Ah, pardon. Bon, ça fait 2008 au démarrage, 2018. Ça continue, puisqu'ils ont lancé une initiative en vue du programme Artemis. Le programme Artemis, c'est la future mission d'aller sur une base lunaire avec la station en orbite autour de la Lune et puis des stations permanentes sur le sol. Il y aura évidemment des CubeSats qui accompagneront tout ça, qui sont transportés par les lanceurs principaux, sur le même principe piggyback, ou peut-être des lanceurs spécifiques, on en reparlera peut-être un peu si vous voulez. Et donc, ils continuent de lancer une initiative. Alors, j'avais remis la soumission était pour le 4 novembre, c'est tout récent. Donc, ils sont en train de faire la sélection des CubeSats qui seront embarqués avec les missions principales de cette future voie habitée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, c'est une liste un peu d'après-vert. Il y a 4-5 ans, je ne savais pas vous faire une présentation claire de ce qu'on pouvait faire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples. Alors, maintenant, il y en a plein. Ça foisonne de partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'éducation? Évidemment, ça, c'est formation et entraînement. Ça, c'est intéressant pour deux choses. Les étudiants, ça leur fait faire des projets
pas trop long, pas trop compliqué, mais vous voyez pratiquement tout. Le 1U, vous voyez tout sauf le contrôle d'attitude. Avec un 3U, vous pouvez faire toutes les techniques du spatial, quelle qu'elle soit. Alors, le problème, c'est que le 3U, il est beaucoup plus compliqué à faire, puisqu'il faut savoir maîtriser l'informatique à bord, faire du soft embarqué, faire des opérations, faire du contrôle d'attitude. Il y a toutes les disciplines, RF, tout ce qu'on veut, des gros satellites. Donc ça, c'est très intéressant pour l'éducation. C'est aussi intéressant pour l'export, parce que, comme vous savez sans doute, ou peut-être pas, dès que vous exportez quelque chose, vous avez des offsets ou votre client, qui en général est appuyé dans votre développement, il dit votre truc c'est vachement bien, mais j'aimerais bien moi aussi apprendre à en faire. Et donc, on accompagne les gros projets qui sont vendus à l'export par des manips dans ce goût-là, où on installe un système pour pouvoir les développer chez eux, soit on forme les gens chez eux, chez nous, puis ils repartent chez eux, et après ça, ils ont une capacité de faire un peu de spatial. Bon, c'est que du CubeSat pour l'instant, hein. Enfin, c'est le début. Ensuite, deuxième intérêt, c'est tester quelques technos. Alors, la difficulté dans le spatial, c'est de monter en orbite, c'est toujours la même histoire, c'est pour ça qu'a été créé ce standard. Avec ça, vous pouvez mettre des technos, évidemment, il ne faut pas qu'elles consomment trop, hein. Il ne faut pas qu'elles soient trop grosses. Mais enfin, on peut faire des payloads, des charges utiles, on peut faire de la propulsion, on peut faire du contrôle d'attitude, on peut faire des tas de choses. Et donc, il y a énormément de missions qui servent à mettre au point, y compris des systèmes très compliqués, du genre des approches ou des rendez-vous entre deux satellites, pour tester les méthodes d'approche et d'anticollision. Bon, des missions ciblées, par exemple, ou en complément des gros systèmes. Dans la mission InSight, je ne sais pas si vous avez suivi la mission InSight, qui était le sismomètre qui était envoyé l'année dernière sur Mars. Il y avait, en plus du passager principal, qui lui est allé atterrir sur Mars avec un parachute et tout ça, il y avait 2 CubeSats qui s'appelaient les Marco, Mars CubeSat Observer, un truc comme ça. C'était des 6U, donc 7-8 kilos, qui ont servi à suivre, pendant que le satellite et la sonde atterrissaient sur Mars, ils servaient de relais pour retransmettre les données vers la Terre. Donc c'était un truc intéressant pour avoir une vision temps réel des événements, parce que quand vous allez sur Mars, le grand problème, c'est d'essayer de coïncider votre descente avec le suivi des événements. Alors, il y a Francis Rocard quelque part, je ne sais pas où il est, mais il a dû en parler il n'y a pas très longtemps. Mars, c'est un calvaire pour les Russes, si je puis dire. C'est un bon succès pour les Américains. On ne peut pas dire qu'on soit très bon quand on va atterrir. On a mis pas mal de sondes autour de Mars, Mars Express. Par contre, la mission en 2016, là, il y a eu un bug dans la gestion de configuration du software pour le pilotage du parachute et puis de la descente. Et le prochain lancement, c'est en 2020, normalement en juillet 2020, où on espère lancer une sonde qui aura également, donc il reste sur Mars, et avec un rover qui descendra d'une plateforme qui sera posée. Rendez-vous juillet 2020. Ils ne sont pas trop à l'heure, là. Enfin bon. Juste pour dire, ce qui est embêtant dans ces missions-là, Mars, hein, c'est qu'en gros, ça passe tous les 2 ans. Donc si vous ratez le créneau, il faut pas revenir pendant 2 ans, donc ça coûte pas mal, parce que maintenant il y a des équipes, et puis il faut... Bon. InSight avait raté son premier créneau. Bon, en secours temporaire pour des missions, ça c'est moins souvent, je n'en ai pas eu beaucoup. Un truc malin, ça c'est un truc intéressant, parce que vous avez quand même... C'est pas la première fois qu'on fait ça. Il y a eu des missions d'écoute, en particulier par interférométrie. Et il y a eu des missions avec des satellites plus gros. On lance plusieurs satellites, et avec ça, vous avez des bases pour pouvoir faire de la trigonométrie ou de l'interférométrie pour écouter diverses choses. Vol en dessin, l'imagerie pas trop, mais surtout l'RF, et en particulier écouter les conversations des copains, quoi, grosso modo. Hein. Ça vole déjà, ça. Bon, après ça, il y a tout ce qui est télécom bas débit. La télécom bas débit, il y a l'Internet des objets. C'est bien fait pour l'Internet des objets. D'ailleurs, la suite d'Argos, elle est faite avec un système de constellation de 25 satellites. Ils sont des satellites qui sont 25 kg, c'est déjà un peu gros. Et le premier, là, qui va partir au mois de décembre, là, qui s'appelle Angèle, est un 12U, qui est un démonstrateur, et qui fait l'Internet des objets avec le dialogue et le protocole d'Argos, hein, qui est un protocole d'émission de plateforme récurrente et qu'on peut commander pour émettre. Ensuite, on peut faire
L'AIS, c'est chaque navire est équipé d'un système de radar pour faire la navigation, en particulier dans les ports. Et on peut capter ces signaux-là de l'espace. Et avec ça, on peut faire une cartographie et piloter les bateaux. À noter que c'est un système qu'on peut couper. Ce n'est pas un espion, c'est une aide à la navigation. Mais enfin, c'est intéressant si vous avez sur Internet, vous tapez AIS et vous trouvez des cartes, en particulier sur les ports, les entrées de ports, et comment est-ce qu'on arrive à faire le suivi des trafics. Dans le surveillance du spectre, j'en ai parlé. Vous savez que le spectre des fréquences, il est réparti en fonction des longueurs d'onde avec des opérateurs, suivant les applications qu'on veut faire. Alors, il y a un truc qui s'appelle l'IUT, un organisme disons, qui est affilié à l'ONU, et qui attribue les fréquences, qui attribue les possibilités. Alors le problème, c'est que c'est attribué, mais ce n'est pas surveillé. Alors, par exemple, il y a un satellite de l'agence qui s'appelle SMOS, qui a été lancé en 2000, je ne sais plus combien, 2008, 7-8, et qui faisait de l'étude de la salinité des eaux de mer. Et ce truc-là, il travaillait dans une bande de fréquences qui était réservée pour la science. Et quand on l'a mis en orbite et qu'on l'a mis en route, qu'est-ce qu'on a vu? Plein d'émetteurs pirates. Donc le premier travail, c'était de nettoyer tout ça pour pouvoir faire de la science. Donc je pense que ça va sûrement se développer parce que la ressource de spectre est une ressource rare. Et ça, ce genre de mission est très adapté pour faire ça. Bon. La réflectométrie, vous avez déjà entendu parler de ça peut-être. Le GPS qui est en orbite là, à 22 000 km, il envoie des signaux en permanence. Et si vous pouvez capter ces signaux, vous avez de l'information sur l'atmosphère. Donc avec ça, vous pouvez faire de l'atmosphère, du contenu iono, enfin plein de mesures scientifiques. Et ça, c'est certainement une voie et des missions intéressantes qui seront vachement facilitées par ce genre de distribution de petits satellites. Space Weather, c'est en fait surveiller les tempêtes, les éruptions solaires ou la météosphère. Bon, alors, une fois qu'on a dit tout ça, ça fait plein de choses, mais ça ne remplace pas tout. Parce que sur un CubeSat de 3U, par exemple, vous savez, le carré est 10 sur 10, le télescope, il fait 10 cm de diamètre si vous mettez un télescope dedans. Centimètres de diamètre, vous faites à 500 km, vous faites 3 à 5 mètres de résolution, pas mieux. Si vous voulez faire des grosses missions à 1 mètre de résolution, il faut trouver autre chose. Donc, il y a des limitations pour tout ce qui est forte puissance, grand télescope, et puis aussi, comme c'est tout petit, c'est très très dur, il n'y a pas d'inertie. Donc le moindre pièce qui vibre, le moindre coup perturbateur vous altère la précision de pointage. Donc ça, c'est une des limitations, en plus du fait qu'il n'y a pas beaucoup de puissance. C'est clair ce que je raconte ou pas? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut, si on veut résumer un peu les caractéristiques? L'intérêt, c'est dû à la miniaturisation des technos et des instruments. Pas beaucoup de puissance à bord. En particulier pour l'émission, il n'émet pas beaucoup. Donc il faut le choper. Et au départ, c'est très difficile de l'acquérir. Faible inertie. Donc dès qu'il y a des mouvements, ça bagote beaucoup. Un truc qu'on a découvert assez récemment, dans les gros satellites, il y a des courts perturbateurs à bord, en particulier les bancs magnétiques. Alors dans les gros satellites, vous avez des roues de réaction, vous avez des propulseurs, tout ça. En général, le calcul de ces couples-là, ils sont négligeables. Les petits satellites, pas de bol, les moyens actuateurs qu'on a à bord sont très faibles puissance. Et on a découvert que en particulier, par exemple, ISAT, ils ont découvert qu'en mettant ISAT sur un pot vibrant, les électroaimants du pot vibrant magnétisent le satellite. Et le moment résiduel, il est 4 fois plus que la capacité des couples qui peut le contrer. Donc si vous ne faites pas gaffe, vous perdez le satellite. Et après ça, vous vous demandez pourquoi vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu à cause de ça. Donc il y a des astuces comme ça qui sont un peu difficiles. Angèle, là, ils ont dû aussi refaire une démagnétisation derrière. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire ça quand même. Faible masse. Alors, vous retenez. Alors, excusez-moi. Micromécanisme. Il y a des mécanismes. Il faut retenir les antennes, il faut retenir les panneaux solaires. Tout ça, c'est des tout petits machins. Donc, c'est de la micromécanique. Et ça, c'est extrêmement très difficile à mettre au point, surtout quand on veut le faire pas cher. Ensuite, c'est lancé en piggyback, d'où la configuration que j'ai expliquée en orbite. Masse faible. Vous pouvez compter que par rapport à la masse satellite, vous avez 30 à 40% pour la charge utile. Et puis un volume contraint. Et c'est monté en pipote, il faut tout replier. Et il faut éviter que ça se coince au déploiement.
Donc c'est pas évident parce que tous les pipotes sont dits standards, mais ils ne sont pas standards du tout. Alors, il y a eu quelques surprises comme ça. Hein. Vous montez votre satellite et puis vous faites les essais, puis tout d'un coup, tous les machins sont partis en sucette et puis il ne faut plus sortir. Donc il y a des tas de pièges qu'on n'a pas dans les trucs habituels. Bon, diagramme d'antenne. Diagramme d'antenne, c'est un truc rigolo parce que pour ceux qui connaissent un peu les antennes bandées, par exemple, qui sont presque omnis, quand vous avez un 3U comme ça avec un parallélépipède et 4 grands panneaux, le diagramme de rayonnement, il est loin d'être homogène. Donc vous avez des trucs assez tordus qui fait que c'est pas facile à... Enfin, faut le prendre en compte, quoi. Bon, la fiabilité, j'en parlerai pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de fiable là-dedans. Enfin, il n'y a pas de fiable. Les marcos étaient faits, c'est des CubeSat, mais faits à la façon traditionnelle. Donc super robuste, protection des rayonnements et tout ça. Dans beaucoup de manips disons, étudiantes ou CubeSat, il y a une théorie qui dit je vole, je regarde ce qui ne marche pas, et puis je corrige et je revole. Ça marche si vous volez. Mais si vous n'avez pas de signal une fois en orbite, bah, vous n'avez pas appris grand-chose. Hein. Alors évidemment, ICESat c'est intéressant parce que ICESat il a une mission de faire des photos de la lumière zodiacale. Alors, c'était ça l'émission de départ. Après, ça a dit, mais, deuxième mission, c'est quand même de le mettre en orbite. Et troisième mission, c'est au moins l'année au lancement. Donc vous voyez, suivant l'effort qu'on peut consacrer entre une méthode, disons, étudiante, rapide, etc., qui va vite, mais qui a des défauts, et un truc où on veut que la fiabilité soit assurée, c'est là qu'est toute la gamme des fiabilités qu'on peut avoir. Alors, en plus, on utilise souvent des composants du commerce. Les composants du commerce, il y en a qui résistent bien aux radiations, et d'autres qui ne résistent pas du tout. Donc, il faut les choisir. Alors, autre truc aussi, c'est le piège, c'est un piège infernal. Il n'y a pas beaucoup d'équipements qui sont conformes à la fiche descriptive. Vous achetez un senseur, vous croyez qu'il est comme ça, et puis il ne se comporte pas du tout comme ça. Donc, à chaque fois, il faut se peler la recette et la qualification et la calibration du senseur. Ça, c'est pas réglé. Hein. C'est pas encore réglé. Sur ICESat, il y a eu pas mal de surprises. Sur la suite de ça, on verra comment on arrive à faire des filières d'équipements au standard spatial. Ce qui n'est pas un truc évident, surtout qu'on veut le faire pas cher. Bon, voilà. Alors, évidemment, ça a donné des tas d'idées, tout ça. Comme c'est pas cher qu'on peut en faire beaucoup, eh ben, il y a eu un foisonnement de constellations qui sont en cours de développement avec des nanosats. Là, c'est un truc que j'ai trouvé sur Internet. Là, dans les 5 prochaines années, vous avez en gros 640 nanosats, hein, simplement. Ce n'est pas des smallsats, c'est des nanosats, donc des tout petits, 640 aux US, à peu près autant en Europe. Chine, bien sûr, Japon, Inde et Australie. Donc ça fait à peu près 2600, 2700 satellites, microsats comme ça, dans les 5-6 ans qui viennent. Uniquement de la classe des tout petits, hein, des nanosats. Donc il va y avoir du monde là-haut. Alors ça c'est aussi une perspective de lancement, mais ça c'est pas pour les nanosats, c'est pour ce qu'on appelait jusqu'à 500 kg, grosso modo. Vous avez dans les années, disons 2020 jusqu'à 2027, en gros 600, 700 par an de prévus. Alors là-dedans, il faudra voir combien il y en a qui sont réellement lancés, hein, parce que pour faire des trucs comme ça, la plupart des constellations, le principe est le suivant, vous levez du fric auprès d'investisseurs. Alors, il faut être convaincant, il faut lever suffisamment d'argent pour démarrer, puis il faut en lever encore pour continuer. Ceux qui ont fait des startups, il y a la cascade, on fait avancer le projet, le maximum pour attirer le tour de table, série A, série B, etc. Et puis à la fin, on a un produit qui est en l'air, mais il faut qu'on trouve un marché. Et là, le marché ne s'est pas étendu forcément beaucoup. Commercial, hein, je parle. Hein. Alors, on verra dans tout ça. Il y en a déjà qui sont morts hein, en cours de route. À la fin de la présentation, vous aurez une référence de site internet où il y a des mecs qui tiennent à jour tout ce qui se passe là. C'est incroyable. Hein. Mais on voit ceux qui naissent et ceux qui meurent. Bon, il vaut mieux mettre son fric dans les trucs qui marchent. Mais il a quand même, dans les startups, c'est 90% de taux de déchets. Hein. Là, je pense que ça fera pareil. À peu près. Bon. Enfin, ça a l'avantage de faire attirer vachement de personnes pour connaître ce système-là, puis de changer un peu les méthodes. Alors, l'Europe n'est pas complètement en reste. Hein.
il y a eu une manip lancée par la Commission européenne, qu'Alain a bien suivi. Là. Si vous avez des questions, c'est lui qui répondra. Hein. Il ça par cœur. Ça s'appelle QB50. Moi, j'étais à l'Agence spatiale à ce moment-là. Et comme vous savez, l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne travaillent ensemble, mais ne sont pas toujours en phase. Et l'Union européenne a dit, pour marquer le terrain, je vais lancer une initiative de satellite. L'agence avait dit, l'espace satellite, c'est nous. Puis en fait, on l'a laissé faire. Et l'Union européenne a lancé une initiative qui s'appelle QB50, de faire appel à des universités à travers le monde pour avoir 50 satellites, pour aller voir des mesures in situ dans la haute atmosphère de 50 à 100 km. Ce truc-là a été lancé. Alors l'histoire est assez longue hein, quand même, parce qu'il a fait. Au début, ça a été lancé par des missiles reconvertis des Russes depuis un sous-marin. Ça n'a pas marché. Après ça, ils ont trouvé d'autres solutions. Puis à la fin, ça s'est terminé par lancé par la Station spatiale internationale ou le PSLV. PSLV, c'est le lanceur indien, qui est un des plus gros fournisseurs de. Il va par paquet de 30 ou par paquet de 50. Hein, donc, bon. Enfin, c'est dépassé maintenant, on fait plus que ça, bon, je dirais. Et puis la station, ils ont tiré en fait 28 depuis la station, en 2017, et puis 8 depuis PSLV. Alors, il y a eu un colloque le mois de septembre, je ne sais pas ce qu'il a donné, mais il y a un colloque sur le résultat, parce que ce sont des résultats intéressants quand même, hein, il y a des choses, il se fait de la science quand même. Et il y a eu quand même énormément d'instituts, de petites boîtes, de PME, de start-up, qui ont fait voler des trucs. Bon, Super Hero était un peu en retard, là, il a fait un truc qui s'appelle Entrisat, qui était tiré cette année. J'ai l'impression qu'il ne marche pas très bien, mais enfin bon, pas beaucoup d'infos. Enfin, ça a quand même stimulé l'imagination. Mon QB50, je l'ai raconté, il y avait 15 partenaires, 23 pays, des instituts de recherche. Donc, c'est le genre de truc qui est assez intéressant. Le seul défaut, c'est que c'était piloté par le VKI, un organisme de recherche en Belgique. Donc il aura fallu du temps pour monter une équipe. Et à la fin, ils ont fini par monter une équipe. Puis une fois que le truc a été lancé, il n'y a pas de suite. Donc ils ont viré les mecs. Ce qui n'est pas vraiment capitalisé sur le sujet. Bon, c'est un peu dommage. Deuxième volet, le New Space. Alors ça, on parle du New Space sans arrêt. New Space, c'est quoi? Encore une fois, c'est une initiative américaine. C'est toujours pareil, c'est comment faire moins cher, lancer moins cher, fabriquer moins cher, etc. Est-ce qu'on peut utiliser des composants du commerce? Ou disons off-the-shelf, les COTS. La COTS, ça veut dire Component Off-the-Shelf. Est-ce qu'on peut faire un management plus simple? Parce que le spatial, depuis ses débuts, il a eu un gros défaut, c'est qu'il a... C'était de plus en plus gros, mais les paperasses à faire sont encore de plus en plus gros. Il n'y a presque plus de papier. Enfin, il y a, je sais pas, il y a 1000 fois plus de papelards que de masse en orbite. Donc les ricains ont dit, est-ce qu'on peut casser tout ça? Surtout qu'on peut accepter la prise de risque supérieure, puisque c'est plus simple. L'électronique le permet. Les simulations, maintenant, on a que des outils assez performants. Et puis il y a un truc qui s'appelle les GAFA, qui sont en train de rentrer dans le système. Parce que le principe, c'est n'importe quel initiateur qui a de l'argent, il peut miser sur un projet qui le séduit. Et donc vous avez cette façon, la nouvelle méthode de construire, nouvelle méthode de financement, de nouveaux acteurs. Et actuellement, vous avez une explosion. Tu dois avoir une planche, là, une explosion d'initiatives, microsat, nanosat, en tout genre. C'est assez spectaculaire. L'Europe fait deux choses là-dedans. Fait des microsats, j'en parlais tout à l'heure. Fait aussi dans ce genre de montage. Il y a quelques startups qui se sont montées avec des projets, j'en présenterai quelques-uns. Et puis les gros, là, les Airbus et les Thales, là, ils sont un peu gros pour faire ça. Mais ils ont une autre astuce, ils vont mettre du fric chez ceux qui développent les constellations. Et en gros, beaucoup des constellations sont faites par des Européens. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, depuis peu de temps, il y a un gars, là, vous avez dû entendre parler, là, Elon Musk. Lui, je pense que c'est un bon celui-là quand même. Hein. Bon, il a gagné sa fortune avec le PayPal. Après ça, il s'est mis dans la tête d'aller sur Mars. Il a lancé le lanceur SpaceX, enfin Falcon. Bon, après quelques déboires, il a fini quand même par avoir un lanceur qui est fiable et dont il récupère le premier étage. Ça fait que, vu l'ampleur du marché américain pour les lancements gouvernementaux,
il peut offrir sur le marché international, celui où nous, l'Europe, on va faire les compétitions. Disons, là où l'Ariane 6 est vendu à 75 millions d'euros, lui, il les vend à 45. Donc ça devient difficile. Alors, ce gars-là, donc, bon, il est venu d'une initiative NASA encore, toujours pour casser les prix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout intégré. C'est-à-dire qu'il a très peu de sous-traitants externes. Tout est in-house. Ça, c'est vachement bien, parce que vous avez tous les spécialistes sous la main. Tout est sous la main, sauf qu'il faut du capital, parce qu'il faut alimenter la machine. Par contre, quand vous avez un pépin, vous n'avez pas à négocier. C'est la faute de qui? Qui c'est qui va payer? C'est balèze. Et il est en train de faire la même chose. Alors, il fait la même chose sur les bagnoles avec Tesla. Hein. Et puis, vous avez vu le camion, là, le pick-up électrique. Vous avez vu ça à la télé ou sur Internet? Le pick-up qui ne se casse pas, mais la démonstration avec une boule de pétanque. Là, ils ont mis une boule de pétanque dans la vitre et tout s'est cassé. Enfin, je passe. Enfin, il a quand même vendu 250 000 réservations, quand même. Hein. Suite au show. Et alors, il s'est mis dans la tête aussi de faire de l'Internet basse altitude avec des constellations. J'en reviendrai tout à l'heure. Et là, ça devient une autre dimension. Bon. Le petit défaut de tout ça, c'est qu'il faut distinguer entre les vrais et les charlatans. Alors, moi, je trempe dans pas mal d'évaluations comme ça. Alors, on voit des gus, tout ce qu'on ne sait pas faire, évidemment, des gus qui savent le faire. Ils n'ont pas la queue d'un début de définition. Hein. Mais ils arrivent à trouver du fric. Bon, évidemment, ils perdent après. Hein. Alors, des exemples comme ça, je peux en citer pas mal, je ne vais pas en mettre trop, parce qu'il y en a un qui est célèbre, c'est au Luxembourg, là, qui était un nanosatellite pour faire de la télédétection, qu'on fait depuis 40 ans, pour préparer ce qu'on appelle l'astromining, c'est-à-dire la recherche de minéraux sur les astéroïdes. Quand on voit la difficulté pour ramener quelques grammes, avant de ramener des minerais, il va falloir passer du temps. Hein. Bon, enfin, mais n'empêche qu'il a fait du fric. Bon, ça s'appelle Planet Resource, la boîte en question. Bon, ils sont partis avec le fric. Bon. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est ça. Vous avez maintenant des données dans l'espace en permanence. Et ça, pour développer des applications, c'est essentiel. Si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas développer des applications vraies. Donc, il y a tout un entraînement pour développer plein d'applications, plus des nouvelles initiatives, plus des nouveaux financeurs, plus des nouveaux développeurs. Donc, c'est en pleine ébullition. Alors, quelques exemples. Alors, il y a une boîte qui s'appelle Planet Lab. Et eux, ils ont été assez astucieux. Ils ont pris un 3U, puis ils ont fourni un télescope dedans. Alors, c'est les orbites particulières, je parlais tout à l'heure. L'antenne, comme d'habitude, le télescope. Alors, c'est un télescope qui fait 10 cm. Hein. Ils le mettent à combien? 500 km, un truc comme ça. Ils vendent ça. Alors, il y a un grand débat sur qu'est-ce que c'est que la résolution spatiale d'un instrument. Alors là, ils le vendent pour 2 mètres. En fait, ça fait 3 à 5 mètres, quoi, grosso modo. Hein. Bon, enfin bon. Mais ils en ont tiré plein. Et ils tiraient, ça durait 3 mois. Et depuis la station. Mais ils ont levé tellement de fric qu'ils ont pu racheter le Skybox dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, une autre boîte européenne qui s'appelle Rapidae. Et maintenant, ils ont quand même, ces gens-là, ils ont quand même 180 satellites de ce genre-là en orbite, 5 Rapidae et 10 Skybox Terabella. Terabella, c'est le nouveau nom. Parce que le Skybox, c'est un truc qui était fait par des étudiants. Ils se sont vendus 500 millions de dollars à Google, qui l'a revendu pas cher à SSTL. Et puis, eux, ils l'ont racheté derrière pour pas cher non plus. Bon. C'est pour ça que ce monde bouge beaucoup. Alors voilà, l'usine de production, ils en font des petits pains. Alors évidemment, quand on fait de la production comme ça, on commence à avoir des effets de série. Ceci dit, la qualité n'est pas au rendez-vous, là. Hein. C'est vraiment fait pour durer pas longtemps. Alors en plus, l'astuce, c'est de les lancer. Là, vous avez la Station spatiale internationale. Et vous avez le fameux Peapod. Enfin, c'est pas Peapod, là, c'est autre chose. Et il y a un machin qui s'appelle NanoRack. Et il largue des petits satellites de Planet Lab. Ça, c'est des Skybox, ou des Terabella. Donc ces gens-là, ils ont quand même pris une bonne place dans le marché. Ils ne sont pas en très bonne santé financière, mais enfin, ils tiennent la route quand même. Hein. Donc, la méthode qui consiste à lever des fonds, ce n'est pas toujours pour faire le développement du produit qu'on fait au départ, mais plutôt pour en racheter d'autres. C'est des modèles, on n'est pas habitué hein, dans le spatial, enfin chez nous.
Voilà. Ça, c'est un projet sur lequel Thales et Telespazio se sont branchés. C'est une boîte américaine qui s'appelle Spaceflight, c'est Black Sky Satellite. 60 satellites, 55 kg, 500 km. Un premier lancement en 2016 et une caméra de 10 kg. Et eux prétendent faire le mètre. En discutant avec Patrick Poté, ils ne font pas tout à fait le mètre, ils font un peu moins que ça. Hein. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Donc là, plutôt que de développer des boîtes comme TAS ou comme Airbus, développer soi-même, il faut mieux s'associer avec c'est une façon de faire. Bon, Black Sky, alors, sur Internet, vous trouvez toute la pub, c'est Telespazio a un accord. TAS a fait l'usine en Californie, et puis Telespazio est opérateur de ce truc-là. À comparer avec notre futur canon de la beauté européenne, là, Pléiade Neo, qu'un satellite financé par Airbus. Ah, excusez-moi. 30 cm de résolution, 14 km de champ. Au passage, pour ceux qui connaissent un peu, ça fait 42 000 points dans le foyer. Ceux qui font de l'optique, 42 000 points de bonne qualité, c'est vachement dur. Hein. Sur Spot, on avait fait 6 000. On avait dit 10 000, c'est un max. On est à 40 000. Les gars de Black Sky, c'est pareil. Donc, vous voyez, les progrès techno sont fantastiques en 40 ans. Là. Bon, transmission vers le DRS. Bon, il devrait être lancé en 2020-2022. On verra comment ça se présente, mais je pense que c'est bien parti. Petit historique sur les radars, parce que je ne vais pas aller trop loin, mais j'ai pris là-bas le premier radar latéral qui s'est fait dans le monde spatial. C'était un Thor Agena en 1978, lancé par les Américains, bien sûr. C'était le 3e étage de la fusée Thor Agena qui était équipé de panneaux solaires et d'une antenne de radar latéral. Bandel, je pense. Il a marché 6 mois. Il est mort de la même mort qu'un de nos satellites d'Alcatel avec les courts-circuits du BAPTA, du moteur d'entraînement des panneaux solaires. En fait, il y a toute une controverse parce que ce satellite, il a découvert que, en regardant l'état de surface de la mer, on pouvait détecter les traces des sous-marins qui étaient en dessous. Donc ça n'a pas plu, il n'y a pas eu beaucoup d'images de diffusées. Alors, ceci dit, bon, les Européens, ils ont fait ERS dans la filière Spot, Radarsat, Cosmos SkyMed, dont le 3e sera tiré au mois de décembre sur un Soyuz. Et puis est arrivé l'OVNI qu'on n'attendait pas, des Finlandais et des Polonais, qui avec 100 kg, 70 kg même, 70 kg, ont fait un radar latéral, avec 10 mètres de résolution, ça fait 1 mètre de résolution, ça fait 1200 kg. Hein. Ça fait 100 kg, enfin 80 kg. Ça fait 10 mètres de résolution. Et c'est en orbite, il y en a 4 en orbite hein, déjà. Il y en a un qui est mort, mais enfin il y en a quand même 4 en orbite. Donc là encore, le gap est extraordinaire. Bon, ça sert à faire des suivis des glaces. Ça. Donc vous voyez que, et ça a été monté par des étudiants, hein, enfin à la méthode New Space, hein, et puis plus standard de ce genre-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui change le paysage. Bon, ça c'était un autre exemple, je ne vais pas les passer tous, parce que Astrocast, peut-être que vous avez entendu parler de ça, c'est des Suisses de Lausanne. C'est José Achache, là, qui est le chairman de ce truc-là. Il y croit dur comme fer. Ils ont levé de l'argent. Hein. Ils font de l'IoT. L'IoT, c'est dur. Hein. La communication, elle vaut quelques centimes. 80 satellites, il faut les entretenir, les renouveler, et puis etc. Donc on verra comment ça marche. Bon, c'est parti. Ceci dit, j'ai pas trouvé de photo. C'est marrant parce que celui-là, j'ai pas trouvé d'image, sauf celle-là avec cette info. Parce que c'est un 3U, ça je sais que c'est un 3U, ça c'est un 12U. Donc je pense qu'il y a quelque chose il y a un truandage quelque part. Bon. Alors, un petit passage de la Chine, parce que comme vous savez, tout le monde en fait. Et il y a une boîte chinoise qui s'appelle SpaceTie. Alors bon, j'ai découvert cette boîte par hasard. En fait, pas tout à fait. En France, donc ça a généré le développement de plein d'activités au niveau des équipementiers. Et en particulier, comme ces satellites ils vont être en orbite, il va falloir les déorbiter. Pour les déorbiter, il y a une façon qui est pas mal, c'est de mettre de la propulsion électrique. Propulsion électrique, ça fait 50 ans qu'on en parle. Ça fait 2000, ça fait 20 ans qu'on en fait vraiment, à partir de trucs russes. Et maintenant, on en fait en Europe et on fait des micro-propulsions.
Et à l'X, au laboratoire de l'X, il y a 2 boîtes, il y a Exotrail et TrustMe, qui sont issus des labos et puis des élèves de l'X, qui ont monté 2 systèmes tout à fait différents de propulsion électrique pour des mines nanosat. Alors pour arriver à vendre leurs produits, il faut voler pour voir. Voler, comme j'ai dit, démonstration techno, c'est pas cher. Mais on n'a pas été foutu de les faire voler. On n'a pas trouvé le million d'euros pour le faire voler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ce sont des vrais Chinois. Et les Chinois, ils ont monté sur un de leurs satellites, 3U. Ils ont été lancés le 4 novembre. Un 6U, pardon, c'est sur un 6U. Lancé le 3 novembre. Donc ça, c'est encore un truc qui est un peu ennuyeux, parce que la start-up a fait un truc super. On n'a pas été foutu de trouver le complément. Ils ont allé le chercher ailleurs, chez les Chinois. C'était pas le bon... C'est à réfléchir. Je sais pas. Ceci dit, dans les petits propulseurs électriques, il y en a un chez Cobat à Toulouse en développement. Il y en a un autre, l'Exotrail aussi, qui est ici de l'X, qui est rentré à Aerospace Valley, d'ailleurs, dans le consortium. Là. Tant qu'ils n'auront pas volé, ils n'ont aucune chance d'être embarqués. Hein. Mais bon. Ça, c'est les Marco de JPL 2018. Vous voyez, l'antenne, elle est particulière. Hein. Ça, c'était une super démo. Ils ont mis le paquet quand même. Hein. Ça coûte entre 15 et 20 millions de dollars la pièce. Hein. Donc, c'est pas vraiment tout à fait c'est du microsat en termes de taille, mais pas en termes de qualité. Là, tout le monde s'y met. Eutelsat. Eutelsat a fait un accord avec Sigfox. Sigfox, la boîte qui est ici, la Aerospace Valley. Là. Enfin, l'IoT Valley, pardon. Et ils ont un projet qui s'appelle Hello. Et ils ont fait ça avec qui? Loft Orbital, qui était un fournisseur américain de plateformes, et Clyde Space. Clyde Space, c'est des gars qui étaient qui sont toujours d'ailleurs, à Édimbourg. C'est des Écossais qui ont été rachetés par AC Microtech, qui sont des Suédois. Donc ça, c'est les Européens, ça, c'est les Américains. Et le projet, c'est un projet de Telsat avec Sigfox pour faire de l'Internet des objets. C'est en cours de développement. Bon, alors les dates de lancement 2022, faut pas croire les dates. Hein. Il y a pas un mec, il y a personne à l'heure, donc c'est pas très gênant. Enfin bon, c'est pas Flamanville quand même, hein, mais bon. Alors, l'agence n'est pas restée inerte complètement. À travers le GSTP, il y a eu énormément d'activités qui ont été financées partout sauf en France, parce que la France ne participe pas au GSTP. Je vois qu'il y a des gens du CNES ici, mais il faudrait peut-être faire quelque chose quand même, parce que c'est un peu emmerdant ça. Bon, enfin, donc ça a fait développer plein de choses. Hein. Alors, ça a développé pas mal de boîtes, en particulier Clyde Space, GomSpace. GomSpace, c'est un Danois qui a trusté pas mal de marchés de l'agence, mais en Allemagne, en Italie. Donc, il y a une activité GSTP avec plein de missions. Et le deuxième volet, c'est un truc qui s'appelle Flyer Satellite, qui est pour les universités. Le premier, ça c'est pour des PME, des industriels. Et le deuxième, c'est pour que les universités puissent aussi être encouragées, à la façon américaine, à développer des activités. Donc ils financent, en particulier l'embarquement, soit largué par la station, soit par Vega, soit par Ariane, par un lanceur européen. Donc il y a plein de projets qui sont en cours, dont un qui est aussi de Montpellier, et qui devrait être sur le prochain lancement Vega, qui s'appelle SSMS, qui est je montrerai, qui est un espèce de dispensaire de petits satellites. Bon, l'agence a fait son premier CubeSat en 2015, donc on a les technos, on a tout ce qu'il faut. Hein. Il faut les gens et puis le fric, mais sinon... Bon, ça c'est quelques exemples. Alors évidemment, l'agence étant ce qu'elle est, chaque directeur de l'agence a son microsat. Bon, y compris les OC. Les OC a financé un truc qui s'appelle OpsSat pour s'entraîner. Ça coûte pas cher, hein. Ça coûte 2 millions d'euros. Pour l'agence, c'est pas grand-chose. Enfin, quand même, on voit des choses. Hein. On voit des choses sur l'atmosphère, sur l'ozone, sur l'aspect bilan radiatique avec le soleil, sur les radiations. Les radiations, c'est un truc... la réflectométrie GNSS. Et ça, c'est... Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Mais c'est pas fini. Il y a plein d'études qui sont faites pour accompagner les futures missions lunaires. Un peu comme j'avais dit pour Artemis, là, ça va générer plein de trucs. Et donc l'agence a déjà fait des études pour pouvoir aller sur les astéroïdes, faire des accompagnements de missions principales avec des trucs comme ça. Bon, je ne vais pas les faire tous, Picasso c'est l'atmosphère.
Et puis tout un volet sur ce qu'ils appellent maintenant Space Safety à l'agence, qui est Space Weather, c'est-à-dire surveillance du magnétosphère et soleil, influence du soleil sur le rayonnement terrestre, les astéroïdes dangereux, et puis les débris, les fameux débris qu'on essaie de voir comment on va pouvoir se débarrasser de ce machin. En France, le CNES de sa splendeur a lancé l'initiative Janus. Donc vous avez plein d'universités, d'écoles qui ont lancé des activités de type CubeSat. Aujourd'hui, Super Héros en a lancé un, le Entrisat. On a un autre, le HiSat. Montpellier en a lancé 3, un U. Ils sont sur un 3U, mais ils ont du mal à le faire. Et les autres font des payloads. Donc ils s'associent avec des gens qui font des plateformes pour être en orbite. Donc ça, c'est un truc intéressant. On verra. Alors, je ne sais pas si le fric va continuer sur ce domaine-là. C'est pas clair. HiSat. C'est un dessin d'HiSat. Oui, c'est plein comme un œuf. Hein. Vous avez toute la partie panneau solaire, puissance, l'émetteur, le GPS, il n'y a pas les antennes bandées ici. L'antenne bandée, ce qu'on ne voit pas, mais qui est de l'autre côté. Il y a elle est ici. Et puis le télescope qui est là. Alors pour ceux qui sont un peu curieux, ce satellite, il est 3 axes, et il pointe la lumière zodiacale quand il veut faire sa mission. Mais la plupart du temps, les panneaux, là, ils se chauffent au soleil, et il est sur une orbite adaptée au radar latéral, qui est la mission principale Cosmos Skymed, c'est-à-dire 6h, 18h. C'est une orbite où le soleil est perpendiculaire au plan d'orbite, pratiquement, au plan d'orbite. Donc il est en permanence pointé vers le soleil, donc il n'a pas trop de problème de puissance. Mais il a un autre problème, c'est que comme il est toujours... ces panneaux sont au soleil, ça c'est très chaud, et ça c'est glacé. Et glacé pour les télescopes, ils n'aiment pas beaucoup parce que ça condense. Donc on verra comment se comporte le signal. Bon, initiative du CNES dans le domaine, c'est Emeria, qui est la partie française, qui est restée française de Nexeia, et qui est sur l'affaire Kinéis. 25 kilos, c'est avec CLS. CLS est obligé, de toute façon, comme ça, quand la NOAA se termine, d'avoir ses propres solutions. C'est une solution assez astucieuse. Et le Angel, c'est un 12U de démonstrateur pour voir qu'il donne des perfos. Et là-dedans, Thales est dans le coup. Bon, je crois que le financement de Kinéis est bouclé, mais je ne suis pas sûr. Enfin, c'est une affaire... avec ça, vous faites une liaison toutes les quarts d'heure, 20 minutes, garantie. Donc si vous avez un problème, un secours, vous pouvez accéder. Avec le dialogue Argos, hein, c'est-à-dire des messages courts, c'est du tweet, quoi, grosso modo. Hein. Bon, le CNES, il a eu des filières dans ce coup-là, les filières Proteus dans un premier temps, et la filière Myriad, qui était quand même des précurseurs de tout ça. La leçon à tirer quand même les nouveaux là, qui font des petits satellites, des microsats, pour faire rapide, il faut avoir des bus prêts. Soit en grande série, soit déjà développés. Quand vous avez déjà développé, vous n'avez plus que la payload à payer et à développer. Sinon, il vous faut la qualification, le machin, et c'est quand même 3-4 ans. Hein, on dira ce qu'on voudra, c'est quand même rapide. Peut-être un petit mot sur les méga-constellations. Alors, vous avez dû en parler de ça, parce que ça, c'est quand même un truc d'actualité. OneWeb, un Américain financeur, Airbus qui fait le boulot. Bon, il y en a 6 qui ont été lancés, 648 à lancer. C'est l'Internet haut débit. C'est en fait la reprise de la licence de Skybridge. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent. Bon. Ensuite, deuxième acteur, SpaceX. Non, pardon. SpaceX avec un truc qui s'appelle Starlink. Ah, c'est lui, c'est là qu'il est, Elon Musk. Hein. Alors c'est pareil, il a fait comme pour le lanceur. Je crée une boîte from scratch et j'ai une licence pour 12 000 satellites, 1600 satellites. Et à terme, 12 000 satellites, je ne dis pas de bêtises, 12 000 satellites, et il a demandé une licence pour 30 000 de plus. Donc en tout, 42 000 satellites. Alors, je vais peut-être avancer le truc. Voilà ce que ça donne sur le lanceur. Il lance lui-même puisqu'il a le lanceur SpaceX, hein, Falcon. Et il lance par 60. Ces satellites, c'est assez marrant parce qu'ils font 225 kilos, c'est pas beaucoup. Hein. Il en a tiré 60 au mois de mai, 60 en novembre. Si j'ai bien compris, il y en a quelques-uns qui sont en panne avant de partir. Avant.
Alors ça, à déployer, on les voit. D'ailleurs, les astronomes, ils sont montés au créneau. Ils sont assez visibles dans le ciel. Bon. Quand il y aura 42 000 satellites, ça va être quand même un problème. Alors il les met à 550 km dans un premier temps, mais il y a des projets pour les monter plus haut. Bon, on verra. Évidemment, Elon Musk, il n'est pas tout seul. Il a un deuxième compère là, qui s'appelle Bezos, qui lui aussi veut faire sa constellation, Kuipers. Alors lui, c'est plus compliqué. Là, 700 km, 500 km, 1100 km, 1200 km. Ça a moins de crédibilité que celui-là. Mais ceci dit, Kuipers, Jeff Bezos, il faut quand même savoir qu'il est pour l'instant tête de file pour faire le lander lunaire. Avec Draper et tout ça. C'est quand même assez étonnant. Il n'a jamais fait un satellite, le mec. Bon, je ne vais pas les lister tous. Hein. Il y en a plein. Voilà, ça c'est un truc. Il y a un site, il y a un gars qui s'amuse à suivre la Chine en particulier, et qui fait le répertoire de tout ce qui se passe. C'est assez marrant. Aux US, il y a 26 constellations, 17 600 satellites. En Chine, il y en a 22, 3500. En Europe, il y en a quand même 34, 2400. Et puis les autres, les Australiens et tout ça. Ça fait du monde, hein. Bon, il y en a déjà qui sont morts. Hein. Celui-là, je crois qu'il est mort. Bon, il ne peut pas vivre, hein, c'est clair. On verra. C'est intéressant. Bon, OneWeb, ça ressemble un peu à Elon Musk en plus petit. Enfin, c'est le même genre de principe. C'est le même marché. Alors, sauf qu'Elon Musk, il a un business model qui est assez curieux. Je ne sais pas si j'ai les planches. Là. Voilà la gueule du satellite. Bizarre, hein. Alors, donc, ces satellites, ils sont reliés entre eux par 4 liaisons laser optiques en permanence. Et l'astuce, le business model de Elon Musk, c'est qu'entre l'Europe et New York, les 2 câbles sous-marins, le normal et puis celui qui passe au nord, ils sont plus lents que la transaction, le temps de latence par satellite à 500 km. Il gagne 30 millisecondes sur 76. Et paraît-il qu'avec ça, avec le trading haute fréquence, il peut faire plein de fric. Son modèle, c'est celui-là. C'est ce qu'il dit. 30 milliards par an. Bizarre. Vous pouvez le trouver sur Internet. Hein. Bon. On verra. Ceci dit, je pense qu'il va la monter, sa constellation. Hein. Ça, c'est ce que j'ai expliqué là. Alors, comment est-ce qu'on... Petit aparté sur les lancements. Donc, les microsats, on les lance comment? En piggyback. Un des champions, c'est PSLV, qui est un lanceur indien qui est tiré sur la côte indienne, côte est. Et il en lance par paquet de 30 ou 40. Bon. Et c'est pas le seul. Hein. Soyuz fait pareil. Il y avait combien? Il y avait, je crois, une vingtaine de... Notre dernier lancement avec Montpellier, là, qui était à Vostochny. Vostochny, c'est au nord de la Mandchourie, là, c'est le nouveau pas de tir russe. Il y en avait pas mal. Il y avait, je crois, non, plus que ça, il y en avait 30, une trentaine. On ne sait pas, on n'a pas retrouvé les 30. On ne sait pas s'ils n'ont pas été montés ou s'ils ne sont pas séparés. Et celui qu'on a, nous, envoyé là-bas, on ne l'a pas retrouvé. Bon. C'est à la russe, hein, vous ne savez jamais ce qui se passe. Donc, ça n'a pas changé, ça. Bon, le principe du piggyback, c'est le suivant. Vous avez, ça c'est un exemple Ariane, vous avez une pilote principale, vous avez des plateaux qui sont montés sur des espaces inférieurs, diverses configurations suivant ce que vous montez. Puis vous avez un mini-sat, 10 microsats, 24 cubesats, etc., avec leur déployeur. Et tout ça, c'est largué, le principal d'abord, puis ensuite on déorbite, on change d'orbite, et puis on largue les autres. Alors on change d'orbite pour 2 raisons. Pour surtout pas perturber celui-là, qui n'aime pas beaucoup ça, et surtout pour les mettre le plus bas possible, pour qu'ils ne restent pas trop longtemps. La loi sur les opérations spatiales, là, que le CNES a édité, enfin que le CNES, c'est pas le CNES d'ailleurs, c'est le ministère, qui édite cette loi-là, demande qu'en moins de 25 ans, les débris soient retombés, et qu'on ait passivé tous les morceaux. Alors voilà, le prochain Vega qui embarque ce qui s'appelle SSMS, un dispositif spécial pour les SmallSat, avec tous les montages, et celui-là, il sera attiré, on ne sait pas bien quand, parce que vous savez que le tir de juillet là, a explosé en vol sur Vega, et que donc il a fallu une commission d'enquête qui a remis son rapport la semaine dernière,
Et en fait, le premier vol Vega qui va repartir sera au mois de mars 2020. Quel sera ce vol-là? On ne sait pas bien. Est-ce que ce sera celui-là? Ou est-ce que ce sera le revol des satellites qu'on a plantés, là, qui sont satellites pour les Émirats? Ce n'est pas encore très clair. Je ne sais pas si c'est décidé. Enfin bon. Et donc, en fonction de ça, ça sera en 2020, mais je ne sais pas bien quelle date. Soit de mars, soit juillet, soit après, parce que ça se tamponne avec le nouveau lanceur Vega C, dont le lancement de qualification est aussi prévu pour la mi-2020. 2020, c'est une belle année. Hein. Il y a le Vega C, il y a le Ariane qui ne sera peut-être pas toujours en 2020, et puis il y a la mission ExoMars 2020. Et puis les Américains qui vont aussi sur Mars. Tout le monde va sur Mars en 2020. Les Indiens aussi. Bon, voilà le principe de... Alors, évidemment, ça a défaut, c'est que là, vous ne choisissez pas l'orbite, parce que vous partez avec le principal. Mais, eh ben, il y a des types qui ont dit, ben, c'est très bien, on va faire des satellites, des lanceurs, des micro-lanceurs, dédiés à ce genre de satellites. Alors, il y a une boîte, il y a plusieurs, disons, en tout, il y a une quarantaine de projets, mais il y a une dizaine aux US, et il y en a 2 aux US qui sont intéressants. C'est celui-là, c'est Electron, Rocket Lab Electron, qui lui a déjà tiré plusieurs fois. Alors ceux-là, ils mettent 300 à 500 kilos à 600 km. Le coût de lancement, c'est 9 millions de dollars, tout à fait compatible de ce qu'il faut. On peut réserver sur Internet, on prend son créneau, ils veulent tirer toutes les semaines. Ils tirent de Nouvelle-Zélande. Bon, ça marche. Hein. Le petit problème, ça marche. C'est le même principe que le Falcon. Hein. 9 moteurs ici, le même ici. Tout stage, tout orbite. Même principe qu'Ariane 1 à 4, hein, je rappelle. Hein. Sur Ariane, on a déconné avec Ariane 6, Ariane 5, mais Ariane 1 à 4, c'était comme ça. Il n'y en avait pas 9, mais il y en avait 4. Donc ça, c'est un des bons candidats qui marche. Là, il y a le deuxième, qui est Launcher One de qui? De Virgin Galactic. Alors, il fait ça, puis il fait aussi le tourisme spatial, là, avec son espèce de... Il vient de rentrer au Nasdaq. Donc, si vous voulez acheter des actions de monsieur de Virgin Galactic, là, vous pouvez y aller. C'est promis un bel avenir. Bon. Enfin, c'est... Alors, là, j'ai pris quelques exemples ailleurs. Ça, c'est un Chinois. Même genre. Micro-lanceur. Mais lui, il peut tirer de n'importe où. Sous-marin, en général, tiré depuis le continent chinois. Il n'a qu'un défaut, c'est que quand on tire vers le nord, les États-Unis retombent sur la Birmanie. C'est interdit, normalement. Bon. Et ça, bon, en Europe, on n'est pas resté des bras cassés complètement. Il y a, je ne sais pas dire le nombre, enfin, disons, une dizaine de projets, plus ou moins avancés, plus ou moins crédibles, dont un qui est pas mal, qui est Orbex. Et là-dedans, vous ne pouvez pas le lire, là, mais il y a Astrocast, le gars qu'on a vu tout à l'heure sur l'IoT, qui est partenaire de ce truc-là, qui est un micro-lanceur pour faire ça. Pour la défense, il est vachement intéressé par ça. L'idée étant de pouvoir... mais c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Hein. Ceux qui connaissent un peu le vieux spatial, là, le Shavit. Shavit, ça vous dit quelque chose? Lanceur israélien. Il tire depuis le Negev. Il tire depuis les années 1985-90. Hein. Évidemment, ils sont embêtés parce que si vous regardez le Negev, pour tirer sans tomber sur les copains, c'est pas facile. Donc ils tirent dans l'axe de Malte, là, dans la Méditerranée. Alors, ils font l'observation de la Terre. J'avais vu les gars à l'époque. J'ai dit, c'est pas terrible pour l'observation de la Terre. La réponse était, mais vous savez, vu la zone qu'on veut regarder, c'est très très bien pour nous. Bon. Mais ça marche. Pourquoi le Shavit n'est pas sur le business? Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Bon, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Les données spatiales en permanence disponibles, ça c'est vachement intéressant. L'approche système, on a beaucoup changé. On a fait beaucoup en partie qui travaillent en plateau. Pratiquement tout le monde travaille en plateau. Avec les clients et les secours. Ce qui est une méthode qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Miniaturisation des technos et fabrication additive, tout ça, j'en ai déjà parlé. Ça n'empêche pas de faire toujours des erreurs énormes. Hein. Si vous regardez l'actualité, il y en a des trucs qui ne marchent toujours pas. Bon, le traitement sol, Big Data, dès qu'il y a un projet, il y a forcément fusion, Big Data, IA. S'il n'y a pas ça, c'est pas mon projet. Hein. Quand on regarde ce qu'il y a derrière, il n'y a pas toujours grand-chose. Mais enfin bon, les réseaux optiques, propulsion électrique, plasmique, antenne flexible,
Ça, c'est les technos qui vont exploser et qu'il faudra maîtriser. Petit problème derrière, c'est comment on fait le Space Traffic Management, c'est-à-dire comment on gère tous les intervenants, sachant qu'il n'y a pas de moyen de pression. Alors, il y a des tas de réflexions des agences spatiales sur ce truc-là. Même la LOS, l'équivalent américain, il y a beaucoup d'endroits sur lesquels ce n'est pas respecté. Il faut noter le Space Act 2015, qui n'est pas du tout spatial, qui est Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship. C'est en gros comment favoriser les sociétés américaines ou luxembourgeoises pour aller faire de l'exploitation des corps célestes qui, normalement, propriété de l'humanité, n'est pas exploitable. Enfin, n'est pas exploitable. On ne peut pas s'en approprier la propriété, mais on peut toujours exploiter le truc. Bon. Ça, c'est un sujet qui va être intéressant dans les années qui viennent. Petit problème aussi, c'est que vous avez dû suivre l'actualité de la militarisation du spatial. Bon, je vous rappelle que le traité de 67 est toujours en activité, mais bon, il a tendance quand même à être un peu plus... Vous avez dû voir dans la presse, là, les espions russes là, qui sont venus voir les satellites télécoms européens, là, pour aller voir ce qu'ils font, les écouter. Bon, ça c'est un souci. Futur des vols habités, bah, moi j'avais dit à l'époque, si les Américains font quelque chose, on fera quelque chose, sinon on fera rien. Bon, ils ont déjà faire quelque chose, donc on va faire pareil. On va les suivre. Bon, on verra. Space tourisme, ça se développe, on verra. C'est quand même 350 000 balles de ticket quand même. Hein. Bon, pour 100 km. Bon, enfin, il y a des frics. Hein. L'assemblage de l'orbite, et puis il faudra déorbiter. Un truc qui n'est pas encore bien clair, c'est Mars Sample Return, on n'a toujours pas réussi à faire ça. Et puis il y a un petit truc que j'ai mis là, dans les sujets qui changent, c'est le Cloud Act, là, qui est tout récent, de mars 18. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là. C'est tout dépositaire de données, quel que soit l'endroit dans le monde où elles sont, si c'est une boîte américaine, c'est transmis aux US. Ça pose plein de problèmes en Europe en particulier. Les débris, j'en ai un peu parlé. Il faudra faire quelque chose. Comme dirait, on y travaille. Mais bon, pas facile. Hein. Il faut les détecter. C'est pour ça que 10 cm, c'est le minimum de détection aujourd'hui. Il semble qu'on puisse développer des choses, au moins au niveau de la défense américaine, comme d'habitude, dans la classe de 20 à 10 cm. Il faut encore gérer tout ça. Surtout qu'il y a des gens qui font des trucs un peu, des collisions, où ils les tirent pour voir si on s'est tiré sur un satellite depuis la Terre. Donc tout ça, c'est pas très très bon. Ça, c'est les pirates là qui étaient interdits de vol, mais qui sont partis quand même. Bon, on va pas parler du spectre parce que l'encombrement des fréquences est quand même un truc important. Puis il y a quand même des choses sur l'aspect militaire, tout ce qui est radar ou laser, tout ce truc-là, le X-37 là, qui vole depuis déjà plusieurs années, hein, qui fait des missions secrètes, il ne va pas pour rien là-bas. Hein. Bon, ça c'est les missiles qui vont taper sur les trucs. Enfin, ça c'est une illustration de la façon de travailler de maintenant, là, en concurrent de design. La plasmique, la propulsion électrique, disons plus de manière générale, et les eaux optiques. Bon, ça, vous avez vous avez tout. Quelques sites intéressants à jour. Tous les mois, ça change, hein, mais à jour. C'est ça sur le site de l'Académie, donc vous pourrez piocher là-dedans. Celui-là est bien, là, sur la Chine, là, il est pas mal fait. Celui-là. Et puis un qui est très bien aussi, c'est le EO-Portal. Celui-là, il est incroyable. Hein. C'est des descriptions techniques qui sont bonnes, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis, alors, si vous voulez rigoler, vous allez là. Sur le GAO, c'est le Government Accounting Office aux US. C'est eux qui font les enquêtes des dérapages financiers et planning des projets américains. Je vous assure, c'est succulent. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, puis je suis prêt pour discuter des questions. Merci. Il y a des questions? Oui. Bonsoir.
Bonsoir. Fabien Conquet, étudiant à Toulouse Business School en master. Donc on voit qu'il y a un gros virage qui se passe avec le New Space. Et Ariane 6 qui va bientôt arriver, on sait déjà qu'elle sera moins compétitive que des lanceurs qui sont déjà présents. Plein de projets de nanosat et de constellation aux États-Unis. J'ai l'impression que l'Europe est un peu à la traîne. Et quelle est la stratégie qu'ils peuvent mettre en place pour rattraper leur retard ou garder un rôle important dans le secteur spatial? C'est des questions compliquées. L'Europe n'est pas en retard techniquement. Hein. Techniquement, technologiquement, je pense qu'on n'est pas vraiment en retard. Sauf sur l'aspect défense, peut-être. Là, on n'est pas. Mais les technos, on les a toutes. Pas toutes. On est au top. Après, ça, c'est la question des financements et des projets. Il faut voir les budgets fédéraux et les marchés gouvernementaux américains n'ont rien à voir avec les marchés européens. Sur Ariane 6, par exemple, le schéma de départ d'Ariane 6, c'était le projet à 75 millions d'euros le lancement. C'était moyennant 5 commandes européennes garanties par an. On n'a jamais été foutu de garantir ça. Elon Musk, il tire 22 lancements par an. Donc, il n'y a pas photo. Vous ne pouvez pas concourir. Il est fait à 40 millions de dollars à l'export. Il est fait à 130 millions de dollars aux US. Donc, ce sont deux modèles différents. Et le modèle lanceur, en particulier, il repose sur le fait de trouver des marchés suffisamment grands, ouverts, pour pouvoir fabriquer suffisamment pour avoir de la quantité et être à peu près efficace au niveau des prix. Après ça, c'est la question, c'est est-ce qu'on est autonome ou pas pour accéder à l'espace? Donc là, je renverrai aux antiquités, hein, Symphonie et Décision Ariane. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, Symphonie, c'est 74, quelque chose comme ça. Ça devait être pour les Jeux Olympiques de 74, justement. C'était un franco-allemand, un satellite franco-allemand de Télécom. Et pour le lancer, on avait décidé de faire la fusée Europa. Europa 1, 2, 3, bon. Europa, si je caricature un peu, 11 tentatives de lancement, 11 échecs. Bon, on l'a arrêté. Alors la France a dit, et les Américains ont dit, mais c'est pas un problème, là, les télécoms géostationnaires, je vous le lance, mais faites pas de commerce. Ah. Et c'est ça qui a fait décider l'Ariane 1. Donc Ariane a été décidé pour avoir l'autonomie d'accès à l'espace. Après ça, la configuration du lanceur Ariane, c'est un autre débat. C'est pourquoi l'Ariane 6 il est comme ça, et il n'est pas dans la lignée des ceux précédents. Parce que l'Ariane 1 était assez malin. Quand on regarde les principes de Rocket Lab ou d'Elon Musk, c'est des fagots d'un moteur en bas et le même moteur adapté pour le vide, au deuxième étage. Ariane 1, c'est comme ça. 2, 3, c'est comme ça. Plus des boosters sur les côtés. Ce qui a fait basculer, pourquoi on n'a pas continué pour ça? Il y a deux raisons. Enfin, peut-être que je les connais, parce que je ne suis pas tout à fait... J'étais pas dans tous les arcanes de ce truc-là. L'industrie, ça ne m'intéresse pas. C'est les arsenaux qu'on a ici, hein, on n'a pas des individus là. Bon. Et deuxièmement, il y avait un truc qui était un pari que le CNES a fait, qui était de faire un lanceur vol habité et vol automatique. D'où la Conf Ariane 5. Et la Conf Ariane 5, elle est née du vol habité. Et maintenant, on traîne la Conf Ariane 5 à Ariane 6. Ariane 6, c'est pas très différent d'Ariane 5. Hein. Et la fonction de l'Ariane 6, c'est la même que l'Ariane 5 ECB, qui n'a jamais été financée. Mais c'est la même chose. Donc on a un héritage, parce que l'héritage dedans, c'est 15 à 20 ans. Hein. Alors il se trouve que si pour Ariane il y a eu un coup de bol, c'est que la navette Challenger s'est crashée en 86 et que les Américains avaient dit je fais plus de lanceur traditionnel, je fais tout navette. L'accident de Challenger, ils ont relancé les lanceurs. Et c'est comme ça qu'est arrivé les Boeing et les Lockheed pour faire des lanceurs, et qui après ça, l'effondrement du RSS, ont mis le grappin sur les boîtes lancement russes pour faire des alliances, la United Launch Alliance et tous ces trucs-là. Donc c'est toute une histoire qui est derrière. Donc la question c'est, est-ce qu'on est autonome pour lancer nos affaires ou pas? La réponse elle est oui. Deuxièmement, c'est Ariane 6 est-il bien dimensionné pour ça? C'est une autre question. Une autre question parce que le Ariane 6, il a 62 ou 64. Le 62, il est bien pour l'orbite basse. Il est un peu limite pour les Géo, GTO. Mais en orbite basse, il y a le Vega qui fait, ou le Soyuz. Le Soyuz, c'est pas un vrai lanceur européen, mais enfin bon. Mais le Vega C, celui qui est en cours de développement, il fait pareil que Ariane 62. Et il est quand même moins cher, il fait 40 millions de dollars, d'euros au lieu de 75, quoi. Donc on a un petit problème de cohérence là-dedans.
Bon, alors en plus, c'est deux boîtes qui sont... comment dire, qui sont... c'est pas les mêmes, quoi. Donc, ils se tirent un peu la bourre sur le même marché institutionnel, donc c'est intéressant. On verra comment ça bouge. Alors après ça, il y a l'histoire d'Elon Musk là, qui a fait la réutilisation du premier étage. Il faut savoir que ça, c'est malin. Il fait, je crois, 8 tonnes des poussières, 8 tonnes 3 en transfert géostationnaire quand il rapatrie pas le premier étage. Il fait plus que 5 tonnes quand il rapatrie. Parce qu'il faut de l'énergie et puis il faut revenir. Donc là encore, quel est le business model? Alors, avec le lanceur qu'on a fait nous, la poudre, ça marche pas, ça. Hein. Il faut du liquide. Lui, c'est du LOX, kéro, un truc comme ça, enfin, oxygène, kérosène. Alors, les Européens et les Français se lancent maintenant dans les gouvernements, c'est le réutilisable, le réutilisable, le réutilisable. Premier étage, peut-être. À un coup, vous perdez 40% de la perfo. C'est intéressant, pas intéressant. Puis il faut refurbisher pas cher. Et puis, je ne sais pas si dans les coûts, il y a tous les coûts d'infrastructure, la barge qui est dans l'océan, là, pour qui paye la maintenance. Je ne sais pas, enfin, c'est compliqué. Ceci dit, en Europe, les maintenances des infrastructures sol, c'est pas non plus vraiment le privé qui le fait. Hein. Bon. Après ça, c'était des constellations. Mais les constellations, aussi, il y a des projets. Vous avez vu, en Europe, il y en a pas mal quand même. Mais tout ça, lever les fonds, c'est un métier. Il faut savoir le faire. Il faut vendre sa camelote. Bien sûr, il faut des clients. Ils ne trouveront pas tous des clients. Le problème, il y a il y en a une partie qui crève. Mais c'est pas mal, c'est pas gênant. Si, l'histoire des constellations précédentes, Iridium, on finance, on est en retard, on coule, on sèche, on repart. Bon, allez. Globalstar, on finance, on met en route péniblement. Très beau système, très beau système. Celui-là, je le connais, les autres, je les connais pas. Celui-là, je le connais bien. Très beau système, on coule, pas de business. Je peux vous dire mon histoire à Kourou. Quand j'étais chez Alcatel, c'était l'époque de Globalstar. Alors, Globalstar s'est reposé il y a un terminal, un handset, enfin un téléphone. Et il travaille en bandelle, alors c'est emmerdant parce que ça passe pas partout. Alors il y a une antenne qu'il faut tourner, par là il faut la tourner, enfin c'est pas pratique. La première fois que je vais à Kourou, j'apporte un handset pour faire une démonstration. Il fallait que le relais passe par une station sol qui fait du roaming, de la redistribution. La station sol, c'était au Venezuela. L'accord n'était pas signé, donc je suis revenu avec mon appareil. Deuxième fois que je suis allé, je me suis dit, il est prêt le truc là, il est prêt. J'arrive là-bas, tiens, il y a un terminal GSM. Ils avaient un GSM, c'était fini. Bon. Alors, Orcom, c'est pareil, ils font de l'IoT, grosso modo. Développement, séché, racheté. Bon, on repart. Eurotunnel, c'est pareil. Développement, séché, racheté. Je pense que ceux-là, ils sont développement, séché, racheté. On verra. Peut-être pas tous. Ça marche, hein. De toute façon, il y a du fric, il y a plein de fric, ils ne savent pas comment faire, les mecs. Bonsoir, Manuel Amourou, étudiant en master spécialisé à Supaéro. J'avais une question un peu plus technique. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des systèmes de déploiement comme l'EasyPod, par exemple, que vous avez mentionné, directement sur le satellite qui sont en géo, pour, par exemple, les applications militaires, pour les CubeSats Utiliser quoi des systèmes de déploiement, comme vous avez mentionné, l'EasyPod, si je ne dis pas de bêtises sur le terme. C'est pas pratique, ça. Mais pour envoyer des CubeSats en géo... les CubeSats sont montés là-dedans, qu'ils aillent en géo ou n'importe où. Hein. Mais on les monte sur les... Si aujourd'hui on va envoyer un CubeSat en géo, on le fait comment Le problème, c'est que un CubeSat 3U ou 6U, il n'est pas capable d'être mis en GTO et d'aller en géo. Il faut de la propulsion pour ça. Il ne peut pas faire, il n'a pas la masse. Justement, donc pourquoi... Par contre, si on fait l'injection directe en géo, il n'y a pas de problème, on peut le mettre. Donc c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, on les envoie Les directement. CubeSats, l'avantage, c'est ce truc-là, il est facile. Arianespace, par exemple, il a qualifié un certain nombre de brokers qui vendent à des gens qui font des CubeSats le système de boîte là, dont j'ai parlé, qui sert aussi, on est vibré là-dedans. Donc on est vibré dans la boîte fermée, puis après ça, on part avec ça, puis on est tiré avec ça. Le problème, c'est que le pod de test n'est pas toujours le même que le pod de vol. C'est un peu embêtant. Et puis c'est embêtant parce que les appendices, dès que vous avez des appendices à déployer, il faut les replier, il n'y a pas de place. Pas de place. Donc dès que vous voulez faire des choses un peu plus compliquées, avec des panneaux solaires qui se déploient, avec des antennes qui se déploient, des trucs comme ça, il faut mettre autre chose. Alors il y a d'autres systèmes qui sont uniquement l'interface de la base, qui s'appelait le système ASAP autrefois, qui permettait d'être plus souple, mais qui sont beaucoup plus chers que ça. Ça, n'importe quelle boîte étudiante sait faire un truc.
Bonsoir, merci de votre exposé. Je voudrais revenir sur l'aspect des orbitations. Alors, on parle, ce que vous avez montré, plusieurs dizaines de milliers de nanosats de constellations en orbite, et donc avec des réentrées fréquentes. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le vol en orbite habité à 400 km avec toutes les orbites croisantes qui sont à 200 km au-dessus et qui vont traverser la trajectoire? Et comment ça va être géré si ces satellites n'ont plus vraiment de contrôle autonome, etc. Ben, ça ne gère pas très bien. Il y a de la place quand même. Hein. Donc, enfin, maintenant, on a beaucoup de satellites qui font des manœuvres. Avec le système des radars américains, là, ils diffusent. Il y a un catalogue, des objets de plus de 10 cm de côté. Il y a un catalogue qui est mis à jour par les radars, qui ont été faits d'ailleurs pour les antimissiles russes. Hein. C'est pas ça au départ. Il y a un catalogue qui est mis à jour. Et par exemple, les CubeSats, pour les repérer, quand ils lancent une grappe de 30 CubeSats, c'est les radars américains qui, petit à petit, quand ils se séparent, identifient les trucs et donnent un nom et un numéro. Et vous retrouvez vos satellites comme ça. Mais c'est pour ça que celui qui est des satellites plus petits, là, de moins de 10 cm, les Américains avaient interdit de le lancer parce qu'on ne sait pas le tracer. Donc on trace les gros, on ne trace pas les petits morceaux. Et un petit morceau qui va très vite, ça fait très mal. Donc on suit un peu, on fait des manœuvres, plus ou moins efficaces. Il n'y a pas eu trop de collisions. Il y en a une, il n'y a pas longtemps, il y a eu un conflit entre Eolus, un satellite de l'agence, et puis un de Starlink, là, qui... plus il y en aura, plus il y aura des problèmes comme ça. Alors, le problème, c'est qu'on sait sortir ces trucs-là, on peut manœuvrer dans le plan, mais on ne peut pas manœuvrer hors plan. Donc c'est très difficile de les retirer. Donc on impose des conceptions, mais qui sont... si vous voulez faire un système autonome de rentrée, il n'y aura plus de satellites. Donc on fait des trucs avec de la fiabilité calculée, comme d'habitude, assez élevée pour qu'on puisse avoir des ergols, et si possible avoir un système de pointage qui permet de rentrer. Mais il faut déjà avoir de la puissance à bord, hein, parce qu'il faut stabiliser, il faut les télémesures. Donc alors c'est pour ça que maintenant vous avez beaucoup de satellites qui sont limités à 600 km, 600, 700. Après c'est embêtant. Des projets comme Spot, il y avait ce qu'il faut comme Ergon, mais les projets comme Proba, les Proba de l'agence, là, qui font des trucs vachement bien, ils sont à 750 km, 800 km, et ça passe déorbiter, donc on est passif, il n'y a plus rien en pression, mais ils restent là-haut, et donc s'il y a un débris qui les tape, il génère plein de débris. Donc c'est embêtant, et on ne sait pas les virer, ces trucs-là. Non, c'est un vrai problème. Et il n'y a pas que ça, il y a les derniers étages des lanceurs aussi. D'ailleurs, les perfos de Vega ou d'Ariane sont vachement perturbés par le besoin de réentrer, commander le dernier étage, ce qu'on ne faisait pas avant. Et c'est comme ça que le lanceur de Spot 1, je crois que c'est combien 8 ans après, 10 ans après, il s'est percuté avec un autre, il a explosé. Non, ça, c'est un vrai souci, ça. C'est un vrai souci. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a le CNES en France, ou l'agence, si vous voulez, grosso modo. Il y a la NASA, et la FCC, la NASA plutôt, aux États-Unis. Les agences spatiales des grands pays ont des politiques de surveillance. Les Russes, pas bien. Et les autres, ils n'en ont pas. Donc, parce que par exemple, le électron, là, je pense que l'électron, il n'a pas la retombée commandée sur un point donné. Ça flingue la perfo, ça c'est comme le retour du premier étage. Oui, bien sûr. Mais les probas, vous savez ce que c'est les probas, hein, c'est Poisson et Gauss. C'est jamais comme ça. Très peu, c'est très faible. Hein. Non, on n'est pas, on est plutôt à 10.67. 6,7. Ah. Mais je ne sais pas ce que ça vaut, ce truc-là, parce que la collision connue, là, c'est d'un iridium et d'un... C'était quoi, iridium et un russe, un cosmos quelconque, là. Ils étaient sur des orbites séquentes. La proba, elle est 10-40. Hein. Non, il y aura des soucis. Alors, le problème, c'est qu'il y a des orbites encombrées. Les orbites SSO, là, on commence à dire que l'orbite SSO, c'est-à-dire presque polaire, 800, 600, 800 km, là, il y a du monde, là. Tout le monde veut aller là parce que c'est intéressant pour la prise de vue.
Donc ça, c'est très encombré. Les orbites des constellations à 1400 ou à 20 000 km, ça devient encombré. Et l'orbite géostationnaire, elle est gérée. Les opérateurs télécoms sont censés évacuer leurs satellites avant la fin de vie, sauf s'ils tombent en panne. Et il y en a des débris là-haut. Bon, y a-t-il encore une ou deux questions? Allez, la dernière. Oui, moi j'avais juste une petite question un tout petit peu technique. Là, tu n'as pas parlé de thermique. Sur ces petits satellites. Ah ben c'est bazar. Du problème de la thermique. Si, j'en ai parlé, parce que ISAT, là, par exemple. Oui. Ces satellites, les microsats comme ça qui sont faits par les étudiants, ils ont des supports. Mais la boîte qui fait le support, le CNES ou les autres, ils n'ont pas toutes les compétences mobilisables sur le sujet. Et par exemple, ISAT, je ne sais pas si je serais un secret, je ne crois pas. Il n'y a pas de thermicien en support. Et quand on a fait la ville de Calife, on a dit, mais dis donc les mecs là, votre modèle thermique là, c'est comment? Ah, il n'y a pas de modèle thermique. Ah, bon. La pollution là, qui vont sur les optiques là, comment ça marche? Ah, ben il n'y a personne. Et donc c'est comme ça qu'on a découvert, on a réalisé vraiment qu'il était chaud. On le savait ça, hein, mais il aurait fallu faire une conception un peu différente. Super isolé, mais ça super isolé, ça ne rentre pas dans le bipode. Donc, et puis faire un modèle thermique, il faut le recaler. Le recaler, on ne fait plus de vide soleil, mais c'est trop cher. Donc on fait du vide thermique et on essaie de recaler avec l'infrarouge, qui vaut ce qu'il vaut. Donc c'est un souci, ça. C'est un vrai souci. Puis c'est pas gros. Il n'y a pas d'inertie. Il n'y a pas d'inertie en masse, il n'y a pas d'inertie en thermique. Donc c'est des trucs, ça fluctue pas mal. Hein. Alors, deuxième petite question. Deuxième petite question. Ces satellites, ils utilisent un lanceur qui va lancer un gros satellite, un ou plusieurs gros satellites sur une orbite qui est scalée. Et pour des orbites un petit peu élevées, en particulier pour le système de transmission, il n'y a pas de problème de régulation de la puissance et de la puissance radiofréquence émise, quoi. Ah bah si, ils sont déclarés comme les autres. Hein. Ils sont déclarés, ils ont la question de fréquence. Ils ont, alors, quand c'est des constellations de machin comme ça, ils déposent un filing et ils ont l'autorisation d'exploiter. C'est comme les autres, il n'y a pas de mystère. Et pour les CubeSat étudiants, en général, c'est les radioamateurs qui font l'office de. Alors, de moins en moins, parce que les radioamateurs, ils commencent à en avoir marre. Donc, ils demandent des compensations, du genre qu'il y ait des manips dedans, qu'il soit utile, des choses comme ça. Mais il y a toujours une question de fréquence avec une autorisation. Dans le tir de Soyouz, là, qui nous ont embarqué avec celui de Montpellier, il y avait un satellite de Grenoble qui était débarqué pour des raisons d'interférence comme ça. Il n'avait pas l'autorisation de voler. Non, ça c'est bien fait. Ce qui n'est pas bien fait, c'est l'autocompatibilité entre les microsats. Il y a des règles. Mais de temps en temps, t'en as un qui fait 10 fois plus de puissance que les autres, alors il t'aveugle complètement, quoi. C'est très dur. De les sortir de l'essaim au démarrage, c'est très très difficile. Bien, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Si vous voulez voir la bestiole, là, je vous laisse là. Vous pouvez venir voir le microsatellite. Peut-être deux annonces là pour terminer. Si vous voulez aller à la Cité de l'Espace, le lundi 9 décembre, Michel Courtois recevra le Grand Prix des Amis de la Cité de l'Espace à partir de 18h à la Cité de l'Espace. Et puis donc nous nous retrouvons le mardi 28 janvier, cette fois-ci pour une conférence aéronautique, puisqu'il faut varier les plaisirs. Et donc ça sera sur le Rafale, programme et innovation, et la conférence sera donnée par Jean-Claude Ironde, qui est l'ancien directeur général technique adjoint de Dassault Aviation. Voilà. Et bien donc, bonne fête de fin d'année, et donc au 28 janvier. Merci.